Bien, bonjour, merci d'être présent à cette heure digestive et de mon côté, je vais essayer de prendre soin de vous et de vous faire en sorte que ma présentation soit la plus digeste possible. Alors donc, je vais mettre en place la partie donc qui nous intéresse concernant donc le diagnostic des pancréatites chez le chat. Ces pancréatites ont longtemps été considérées comme rares. Et en fait, l'événement ou l'arrivée d'éléments diagnostiques a fait que finalement, on considère que ces pancréatites sont plus fréquentes qu'on le pensait au départ. Alors pour cela, je vais utiliser un plan tout simple, introduction, les définitions, les étiologies et les maladies associées. Vous verrez que là, on est plutôt dans le cadre de la pathologie de l'œuf et de la poule, en sachant parfois pas qui et quoi, mais enfin, on en parlera quand même. L'éthiopathogénie, les signes cliniques. Ce qui va nous intéresser quand même le plus, c'est les outils diagnostiques, notamment les outils biologiques, les traitements et le suivi de ces traitements. Lorsqu'on parle de pancréatite, on parle d'abord d'une inflammation. Et on va qualifier cliniquement d'aigu ou de chronique en fonction effectivement de la survenue des signes cliniques. À savoir que le terme d'inflammation aiguë, pour ne pas dire pour l'instant pancréatite, désigne une atteinte clinique qui est brutale, soudaine, qui présente des signes cliniques importants, mais qui peuvent régresser avec l'arrêt en fait de la cause initiale, en laissant éventuellement des séquelles, voire en passant à l'état chronique. On va mettre le terme chronique à une atteinte clinique lorsqu'elle va être modérée, d'apparition progressive, mais pérenne dans le temps, et surtout irréversible, avec parfois la simple possibilité, c'est de freiner l'évolution, un petit peu que ce qu'on connaît dans les insuffisances rénales chroniques, où on va freiner l'évolution, on va essayer de stabiliser la clinique, mais on sait très bien qu'à long terme, l'évolution sera inéluctable. Et ces lésions, donc, sont bien irréversibles. Alors, chez le chat, il n'y a pas de standardisation dans la classification, à la différence de l'homme, entre les pancréatites aiguës et les pancréatites chroniques, ce qui est bien défini chez l'homme. Par contre, pour nous, une pancréatite, on verra, dite aiguë, c'est d'abord une inflammation du pancréas exocrine, inflammation en principe réversible après l'arrêt de la cause, alors que la pancréatite dite chronique sera due, quant à elle, à des lésions irréversibles. En fait, le terme aigu et chronique des pancréatites relève de l'histologie, c'est une définition histologique, et non pas une définition clinique, comme on a tendance, nous, praticiens, à vouloir le mettre en évidence. Donc, tout simplement parce que une pancréatite sévère, donc qu'on va qualifier d'aiguë, peut très bien être une pancréatite aiguë primitive, comme ça peut être l'évolution d'une pancréatite chronique qui devient aiguë. Donc ce terme, en fait, doit plutôt être réservé à l'histologie, même si cliniquement, on va avoir tendance à qualifier effectivement la pancréatite, disons, sévère d'être aiguë, alors qu'une pancréatite plus modérée, on aura tendance à la qualifier de chronique, de façon un petit peu anachronique, puisque le clinicien n'est pas l'histologiste, mais enfin, disons que le vocabulaire courant laisse cette petite incertitude. En fait, une pancréatite modérée devrait présenter des complications cliniques, disons, modérées, s'associer à des nécroses du pancréas modérées elles aussi, avec une mortalité faible et des morbidités séquelaires potentielles possibles, notamment avec l'émergence de maladies associées. Une pancréatite sévère va être caractérisée plutôt par une nécrose importante, extensive, avec possibilité d'atteinte des organes proches,
associés, voire des défaillances organiques de ces organes proches, mais aussi des défaillances organiques d'organes à distance, comme par exemple une insuffisance rénale aiguë, et puis cela peut être associé à des mortalités. Donc, le terme de pancréatite aiguë ou chronique, employé par un clinicien, est une extension, si j'ose dire, intellectuelle de la sévérité ou pas des cas, sans être pour autant en relation avec les réelles lésions histologiques. Les étiologies. Il n'y a pas de prédisposition sexuelle, d'âge ou de race. Les étiologies alimentaires et médicamenteuses chez le chat sont en point d'interrogation. Le chat supporte parfaitement bien une alimentation relativement riche en graisse. Donc, pas de déclenchement particulier dans ce cadre-là. Les étiologies parasitaires, on parle de Toxoplasma gondii de façon relativement rare, mais pourquoi pas, dans le cadre de l'envahissement par ce parasite de l'ensemble des organes, dont le pancréas. Aux États-Unis, 2 trématodes sont considérés comme potentiellement inducteurs de pancréatite, puisqu'ils obstruent pour l'un les canaux biliaires et pancréatiques, donc Erythrema procyonis et celui-là, et le suivant est plutôt générateur d'infiltration tissulaire qui mène à une pancréatite. Le diagnostic se faisant par coproscopie et recherche donc des œufs. Les étiologies virales sont évoquées, mais rares. Bon, effectivement, on parle de coronavirus, parvovirus, calicitie, herpès. Bon, cela dit, quand cliniquement on est confronté à cette suspicion, on ne va pas chercher très honnêtement l'intervention ou les lésions pancréatiques. C'est bon. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut en dire. Évoqué mais rare. Donc la littérature ne s'étend pas plus là-dessus. Les origines chirurgicales sont mentionnées, pas tant pour les manipulations intempestives éventuellement lors de la parotomie, mais surtout du fait de l'hypotension qui peut être associée à l'anesthésie. Donc c'est surtout dans ce cadre-là qu'éventuellement les pancréatites post-chirurgicales sont notées. Les tumeurs, les origines tumorales sont considérées comme rares, voire inexistantes, sans plus de précision. Les origines accidentelles, elles sont citées effectivement lors de traumatismes routiers, lors de chutes d'immeubles dans le cadre des chats parachutistes. Bon, c'est noté comme étant possible, mais là encore, c'est plutôt l'aspect vasculaire qui est mis en évidence dans le cadre d'ischémie ou de thrombus sur les vaisseaux pancréatiques post-choc qui sont considérés comme déclencheurs de la pancréatite elle-même plutôt que le choc lui-même. Les origines médicamenteuses, on cite les organophosphorés, donc des insecticides systémiques, notamment le fenthion, comme pouvant être chez le chat générateur de pancréatite. À la différence du chien et de l'homme, le phénobarbital et les bromures de potassium ne semblent pas impliqués dans l'émergence de pancréatite chez le chat. Les pancréatites auto-immunes, elles sont connues chez l'homme, elles sont de 2 types. Le type 1 qui est associé à la présence d'anticorps antipancréas de type IgG4 et le type 2 qui est associé à une entéropathie chronique chez l'homme. Par contre, chez le chat, on n'a pas mis en évidence d'anticorps antipancréas, mais par contre, l'usage d'immunosuppresseurs, on y reviendra en fin de webinaire, avec les améliorations qui sont connues, laisse penser qu'une auto-immunité ou une dysimmunité puisse quand même exister, notamment lors de pancréatite chronique, qui s'améliore très nettement, soit avec des corticoïdes à haute dose, voire des immunosuppresseurs comme la cyclosporine. Donc là, petit point d'interrogation sur l'auto-immunité sensu stricto. Les maladies associées, comme je vous le disais tout à l'heure, entre l'œuf et la poule, qui fait quoi? Donc, ces maladies associées, on y retrouve le diabète, les entéropathies chroniques, MC, les lipidoses hépatiques, les cholangites, notamment infectieuses, et puis les maladies un petit peu à distance, comme la néphrite, qui est essentiellement due, les atteintes rénales au sens large, qui sont essentiellement dues à des troubles vasculaires, on verra ça tout à l'heure. Et puis on cite
des anémies hémolytiques auto-immunes associées à des pancréatites. Donc, est-ce que c'est dans ce cadre-là qu'on peut éventuellement plutôt suspecter une auto-immunité? Il n'y a pas effectivement dans la littérature d'éléments vraiment, disons, détaillés sur ce point. En fait, malgré toutes ces étiologies citées, 95% des pancréatites restent idiopathiques. Et le diagnostic de pancréatite restait jusqu'à présent encore un challenge, de moins en moins compte tenu des nouveaux outils diagnostiques que l'on a à notre disposition, et on y reviendra tout à l'heure. L'éthiopathogénie. Il semble qu'il y ait deux voies en fait d'activation enzymatique qui mènent pour l'une à l'émergence d'une pancréatite aiguë et pour l'autre à l'émergence d'une pancréatite chronique. En fait, l'activation des enzymes qui sont contenues dans les acinies pancréatiques conduit à l'autodigestion de ce pancréas, malgré que les enzymes soient stockées de façon inactive sous forme proenzymatique, et donc, a priori, permettent une protection du pancréas. L'activation de ces proenzymes se fait par différents biais. Des toxines, le contact avec des toxines bactériennes, des infections bactériennes sensu stricto, mais aussi des troubles vasculaires, notamment l'hypoxie et les ischémies associées ou pas à des phénomènes de thrombose ou de CIVD. On sait aussi que les reflux biliaires dans le canal pancréatique génèrent en fait la mise en place de pancréatites. Le mécanisme d'activation pour les pancréatites aiguës, même si on n'a pas un consensus réel, et si les mécanismes biologiques ou biochimiques sont assez complexes, semble relever d'abord de l'activation du trypsinogène comme étant à l'initiative en fait de la survenue d'une pancréatite aiguë, entre autres processus. Donc cette inflammation amène un accroissement de la perméabilisation vasculaire, laquelle améliore ou accentue l'afflux de polynucléaires neutrophiles dans un cadre général d'autodigestion et de rupture cellulaire. Donc il y a un auto-emballement inflammatoire qui se produit avec des éléments modérateurs, c'est-à-dire que on s'est aperçu qu'un même stimuli allait, en fonction des individus, mettre en place ou générer des pancréatites de sévérité clinique variable, du fait de l'intervention de capacités anti-inflammatoires qui sont développées par chaque individu et donc qui mènent à des différences d'émergence dans la gravité de ces pancréatites, bien que les mécanismes restent encore assez mal connus, ils sont quand même sous-entendus et a priori connus. D'autres phénomènes comme les thromboses ou les hypoperfusions, dont on a déjà parlé, servent aussi de déclencheurs à la mise en place de ces nécroses péripancréatiques, notamment de la graisse et du mésentère entourant en fait le pancréas. On sait aussi que des concentrations importantes vasculaires sanguines d'acide biliaire et de trypsine aggravent le développement des nécroses du pancréas. Et il a été mis en évidence expérimentalement que l'infection des voies biliaires était associée régulièrement au développement d'une pancréatite. Ceci étant d'autant plus compréhensible que le canal pancréatique et le canal biliaire chez le chat s'abouchent sur le duodénum en une même papille, ce qui fait que la triade est régulièrement retrouvée avec pancréatite, hépatite, cholangiohépatite, cholangite chez le chat. En ce qui concerne les pancréatites chroniques, la voie d'activation relèverait plutôt de l'activation de la cholécystokinine en synergie avec les phénomènes de stress oxydatif et de libération de radicaux libres, qui seraient responsables donc de ces lésions cellulaires et de la nécrose progressive tissulaire, en dehors de toute activation de la trypsine. Ces lésions tissulaires, la nécrose, l'activation de certaines autres interleukines, amenant la mise en place de phénomènes de fibrose, régulièrement retrouvés évidemment dans les pancréatites chroniques. Chez le chat, des lésions du canal pancréatique sont évoquées effectivement comme génératrices de pancréatite chronique, voire l'obstruction du canal pancréatique.
Des lésions inflammatoires des organes proches comme les voies biliaires ou les intestins peuvent aussi déclencher visiblement la mise en place d'une pancréatite chronique du fait de l'activateur des médiateurs de l'inflammation, donc différents types d'interleukines, mais aussi, chose qui est un petit peu plus vicieuse, de l'activation des récepteurs de ces médiateurs. Donc en fait, d'autres molécules que ces médiateurs de l'inflammation peuvent, s'ils présentent des similitudes stéréotaxiques, stimuler le récepteur de ces médiateurs et enclencher la mise en place d'une pancréatite chronique. En ce qui concerne les signes cliniques, chose qui nous est quand même plus familière, je vous ai mis donc un tableau récapitulatif que j'ai été chercher sur le consensus ACVIM des pancréatites. Les signes principaux cliniques que l'on rencontre, ça va être donc la léthargie pour 50 à 100% des cas. Les anorexies, qu'elles soient complètes ou partielles, sont quand même retrouvées dans 60 à presque 100% des cas. Les vomissements dans 30 à 50% des cas. La perte de poids dans 30 à 50% des cas. Et ce sont en fait les 4 paramètres majeurs que l'on retrouve avec association potentielle de diarrhée dans 10 à 40% des cas et une dyspnée signalée dans 5 à 20% des cas, très probablement associée au contexte inflammatoire, septicémique et choc, voire thrombotique, voire CIVD, associé ou pas à ces pancréatites. L'examen clinique montre une déshydratation dans 40 à 90% des cas. L'hypothermie est la plus fréquemment rencontrée, 40 à 70% des cas, alors que l'hyperthermie n'est rencontrée que dans 10 à 30% des cas. L'ictère est présent dans 5 à 40% des cas. La douleur abdominale dans 10 à 30% des cas. Sauf que beaucoup d'auteurs signalent que cette douleur est très probablement mal perçue, mal diagnostiquée chez le chat et que la douleur abdominale est très probablement beaucoup plus importante, comme on le connaît chez l'homme ou chez le chien, que signalée dans les différentes études et que l'usage en fait d'antidouleurs est à généraliser très vraisemblablement de ce fait. On peut aussi avoir une sensation de masse, soit pancréatique au niveau abdominal, soit des organomégalies associées à la pancréatite dans 4 à 20% des cas. Donc on voit que les signes cliniques principaux, c'est la léthargie, l'anorexie, vomissement, perte de poids. Les signes cliniques à l'examen clinique, c'est déshydratation, hypothermie à retenir. Et ensuite, les signes associés, c'est diarrhée, ictère éventuellement, douleur abdominale, hyperthermie dans le moindre des cas. Les outils diagnostiques qui vont nous intéresser, on a d'abord des outils diagnostiques d'imagerie. La radiologie est considérée comme peu sensible et peu spécifique, même si on arrive avec une bonne lecture à voir que la zone pancréatique semble modifiée. L'échographie, les auteurs la présentent comme étant opérateur dépendant et fonction de la sévérité des lésions avec une sensibilité qui va donc de 10 à 70%, ce qui est quand même relativement variable. Alors, à l'échographie, les auteurs semblent montrer qu'au niveau pancréatique, lorsqu'il y a une pancréatite aiguë, on va plutôt avoir une augmentation de la taille, un mésentère qui présente une hyperéchogénicité et l'association éventuellement avec de l'acide. Considérant les pancréatites chroniques, on va plutôt avoir un pancréas hyperéchogène, présence de dilatation des canaux biliaires potentiels, augmentation de la taille du pancréas, mais avec quelque chose qui semble relativement important, d'après les auteurs, c'est une irrégularité des bordures du pancréas. Ceci étant, tous s'accordent pour dire que la différence à l'échographie est relativement difficile. Un examen intermédiaire entre l'imagerie et la biologie, c'est la cytologie échoguidée, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est donc cette aspiration à l'aiguille fine avec un étalement et un séchage rapide qui semble intéressante dans 2/3 des cas, ce qui, pour moi, cytologiste, est quand même relativement intéressant, sous réserve effectivement de cytoponctionner le bon endroit, et ça on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Le Doppler semble peu utilisé d'après les auteurs.
Le scanner et l'IRM. Là encore, on nous signale que c'est fortement opérateur dépendant. Pour un certain nombre de publications, les constantes seraient encore en cours de validation. Je pense que là, le plus simple est de vous adresser à votre centre d'imagerie référé et de discuter avec l'opérateur qui, lui, étant spécialiste, a déjà son idée sur la chose et qui pourra vous apporter des compléments d'information que je ne suis pas en mesure de faire, si ce n'est ces lectures qui semblent effectivement toutes laisser penser que les techniques d'imagerie ne sont pas et ne constituent pas l'examen préférentiel de routine pour le diagnostic des pancréatites, mais peut-être plus un élément de suspicion supplémentaire. Les outils diagnostiques biologiques, on arrive tout doucement au but de notre webinaire, la numération formule et la biochimie. Ce sont des examens de base, mais qui permettent d'évaluer en fait l'état du patient. Ça vous permet effectivement d'éliminer certaines hypothèses et ça permet de préciser les complications qui sont associées potentiellement à cette pancréatite. La numération formule. Lorsque vous avez vomissement, diarrhée, potentiellement la déshydratation est présente avec une augmentation du nombre de rouges et éventuellement, bien évidemment, de l'hématocrite. Dans le cadre inflammatoire, vous avez une augmentation des leucocytes avec essentiellement une neutrophilie, avec augmentation des jeunes polynucléaires neutrophiles qui sont donc peu lobulés, voire pas du tout lobulés dans le cadre des band cells. Et c'est ce qu'on appelle effectivement la déviation à gauche de la courbe d'Arnett qui effectivement objective la sortie médulaire de jeunes, voire très jeunes polynucléaires neutrophiles puisque l'inflammation est aiguë. Mais une inflammation aiguë peut aussi se caractériser par une leucopénie de consommation lorsque l'inflammation aiguë est très importante, que la moelle osseuse n'a pas encore eu le temps de se mettre en production. Vous pouvez très bien avoir une consommation de neutrophils supérieure à la production médulaire et vous retrouver dans un cadre de leucopénie. Donc la leucopénie n'élimine pas le syndrome inflammatoire. Il faut simplement relativiser le pourquoi. Et dans les jours qui viennent, normalement, vous devez avoir inversion de cette leucopénie avec une récupération partielle du nombre de leucocytes circulants, voire cette augmentation et cette neutrophilie. On peut aussi objectiver des signes de troubles de la coagulation avec une CIVD associée à une thrombopénie ou pas. Dans ce cadre-là, vous aurez les temps de céphaline kaolin, temps de quick, temps de thrombine augmentés. La présence de dédimères dans le cadre de l'émergence de troubles de la coagulation avec des thromboses, voire même potentiellement plutôt l'augmentation des PDF signant une CIVD sensu stricto. Les autres explorations biochimiques vont effectivement viser à voir si d'autres organes associés ou proches appartiennent à cette suspicion biologique de pancréatite. Donc là, à ce moment-là, les PAL, les ALAT, les gamma-GT, qui sont relativement caractéristiques des voies biliaires, vont pouvoir être augmentés ou pas. Donc inflammation des voies biliaires, obstruction des voies biliaires, suspicion d'autres pathologies d'hépatite, de lipidose, des combinaisons possibles ou pas entre ces facteurs. Le taux de protéines totales peut être intéressant, associé au rapport albumine-globuline, dans le cadre, par exemple, d'une augmentation des globulines et d'une diminution de ce rapport. Ça signe effectivement un syndrome inflammatoire associé ou pas à une réponse immunitaire, pourquoi pas dans un cadre d'hépatite active, chronique active, associée à une pancréatite. Des facteurs de l'inflammation aiguë appartenant aux alpha-1 protéines comme le SA est aussi un marqueur qui peut être intéressant. L'urédacréatinine est à joindre évidemment à ces bilans de routine parce que cela va permettre d'avoir un premier état du fonctionnement rénal, sachant que lors de déshydratation, ces paramètres augmentent. On peut se retrouver avec une insuffisance rénale aiguë liée aux perturbations vasculaires et hématologiques, hémodynamiques associées à la pancréatite aiguë, avec aussi des lésions vasculaires, le tout entraînant donc une augmentation de cette urée de cette créatinine, voire même des modifications
au niveau du SDMA et éventuellement du FGF23, qui peut être aussi un bon marqueur, notamment d'insuffisance rénale chronique, cette fois-ci, dans un autre cadre, effectivement, biologique ou clinique. Ces pancréatites peuvent être associés à des hypoglycémies ou à des hyperglycémies lors, effectivement, de pancréatite aiguë nécrosante ou suppurée. Et le pronostic est grévé lorsqu'il y a une hypoglycémie. Les hypertriglycéridémies sont citées, mais plutôt rarement. Et on note aussi fréquemment des altérations des électrolytes en fonction des cas cliniques. C'est ou l'un ou l'autre, ou l'ensemble, ou plusieurs, en fonction aussi de l'état d'hydratation de l'animal. Et on peut se retrouver pêle-mêle avec une hypokaliémie, une hypochlorémie, une hyponatrémie, une hypocalcémie, qui sont en fait les modifications électrolytiques les plus rencontrées lors de pancréatite aiguë. J'ai mis aussi, pour solder le compte des éléments, disons, biochimiques à rechercher, de l'amylase. L'amylase est considérée désormais comme peu sensible et peu spécifique, car il y a beaucoup d'autres sources extra-pancréatiques d'amylase, notamment salivaires digestives. Et donc, ces amylases ne sont plus considérées comme utiles au diagnostic en fait des pancréatites, y compris même en éléments de suspicion. Les autres éléments biologiques auxquels on va avoir affaire, eh bien, vous les attendiez tous, c'est effectivement les lipases. Alors, un petit récapitulatif. Lors d'une pancréatite, les enzymes qui sont contenues dans les acinies, telles que amylase, lipase, DNase, RNase, protéase, ou bien les formes inactives de proenzymes comme le trypsinogène, le chymotrypsinogène, les phospholipases ou la proilactase, sont habituellement en dehors d'une pancréatite libérées dans l'intestin via le canal pancréatique, puis sont récupérées dans l'espace vasculaire au moment des processus digestifs. Lors de cette inflammation avec la dégradation des tissus pancréatiques, ces proenzymes activés sont libérés par effraction, donc par ces cellules des acinies, se retrouvent dans l'espace intercellulaire, dégradés, dégénérés, nécrotiques, et ensuite sont réabsorbés au niveau vasculaire, comme tout à chacun, par les vaisseaux drainants. Ces enzymes, pour l'essentiel, sont toutes en petite quantité, voire sont dégradées suffisamment vite ou trop vite pour que l'on puisse envisager de les mesurer. Or, un bon marqueur donc, de pancréatique doit être bien évidemment spécifique des acinies, donc n'exister que dans les acinies et ne pas avoir d'autres sources de sécrétion, et il doit perdurer suffisamment longtemps dans le sang pour y être mesurable. Eh bien, donc, dans ce cadre, comme vous le savez déjà, les lipases pancréatiques remplissent effectivement ces critères. Pour les mesurer, il faut aussi des tests spécifiques de ces lipases pancréatiques, car il existe d'autres lipases dans l'organisme, comme des lipases gastriques, des lipases intestinales. Donc, la mesure de ces lipases va reposer sur la mise au point de tests spécifiques de ces lipases pancréatiques, et leur activité ou leur capacité va être mesurée dans le cadre de leur capacité à dégrader un substrat très précis. Alors, parmi effectivement ces lipases dont on a l'usage maintenant depuis quelques années, la lipase pancréatique spécifique féline, qui est une technique ELISA. Donc, c'est une technique qui repose sur le principe antigène-anticorps. Sa mesure est effectuée en microgrammes par litre et elle présente le désavantage d'être relativement coûteuse. Néanmoins, elle est considérée comme très sensible et très spécifique par certains auteurs, avec quelques bémols malgré tout, puisqu'il semble acquis que la sensibilité de cette lipase augmente avec la gravité clinique de la pancréatite. Et l'on arrive à des valeurs prédictives positives de l'ordre de 90% et des valeurs prédictives négatives de l'ordre de 76%.
Ce qui veut dire que lorsque on se trouve avec une valeur seuil supérieure à 5,3 microgrammes par litre, la pancréatite est quasi avérée, alors que si l'on se trouve en dessous de 5,3, la pancréatite n'est pas éliminée. Et donc, certaines études montrent des sensibilités et des spécificités très inférieures, sans pour autant qu'on ait une explication rationnelle dans la mesure où l'étude a été menée comme il faut. Donc, il n'y a pas apparemment de biais. Une des possibilités, malgré tout, serait que la suivante. Dans les cohortes qui ont mené à des sensibilités et des spécificités très importantes, il est possible que les auteurs aient inclus des pancréatites cliniquement sévères ou plus sévères que d'autres auteurs ayant inclus dans leur cohorte de chats des pancréatites, disons, d'intensité clinique variable. Et c'est peut-être là le biais qui n'est pas relevé, sachant que dans ce deuxième cas de figure, les pancréatites moins sévères verraient donc la sensibilité et la spécificité, de la FPLI décroître. Voilà pour ce qu'on peut dire éventuellement, de la variabilité, de la sensibilité, de la spécificité et de l'approche en fonction des auteurs. C'est vrai qu'au début de la mise à disposition de ce paramètre, on était très euphorique en disant c'est le paramètre en or et donc c'est celui-là qui fait référence. Eh bien, on sait maintenant qu'une FPLI qui va être en dessous de 3,5 sera considérée comme douteuse entre 3,5 et 5,5 et en dessous de 3,5, elle sera considérée comme peu compatible avec une pancréatite. Eh bien là, on sait que en dessous de 5,3, il va falloir aller au-delà de ces recherches. D'autre part, chez le chat, on n'a pas de précision possible sur l'éventuel impact que peut avoir une inflammation ou une pathologie hépatique, intestinale ou péritonéale sur une potentielle augmentation de la FPLI, ce qui est le cas dans le cas des CPLI. Donc, en fait, chez le chien, par exemple, on considère qu'une hépatite, une entérite ou une péritonite peut entraîner cette augmentation des lipases pancréatiques spécifiques, alors que chez le chat, on n'a pas de précision pour l'instant. Une autre lipase, c'est la lipase qualifiée de DGGR, tout simplement parce que cette lipase hydrolyse en fait spécifiquement un composé ester qui s'appelle sous le nom barbare de 1,2-diloryl rac glycéroglutaryl acide 6-méthylrhizoruffin ester, et que en fait cette DGGR est hydrolysée spécifiquement par une lipase pancréatique. Son activité donc est exprimée en unité internationale par litre, et c'est une technique colorimétrique qui est donc peu coûteuse. D'où son avantage par rapport aux autres lipases. Alors, cette lipase est considérée comme très sensible et très spécifique, voire plus sensible et plus spécifique par certains auteurs que la CPLI ou la FPLI, notamment lorsque la FPLI ou la CPLI est basse ou douteuse. D'où là, c'est vraiment intéressant par rapport à ce que je viens de vous dire. Des études ont montré que les meilleures corrélations pour définir les seuils décisionnels entre la FPLI et la lipase DGGR sont obtenues pour des valeurs donc 5,3 chez le chat en microgrammes par litre et 70 unités par litre pour la FPLI. Et pour la CPLI, la valeur seuil pour la lipase DGGR est autour de 42 unités par litre, respectivement. Alors longtemps, la lipase DGGR a été considérée comme n'étant pas intéressante, trop sensible, pas assez spécifique, tout simplement parce que le cut-off qui était retenu était de 26 unités par litre. Donc, à la limite, trop d'animaux présentaient des augmentations de cette lipase,
Or, en fait, cliniquement, elle ne présentait pas de pancréatite. Donc, les études ont permis de remettre à jour, en fait, et à flot l'utilité et l'usage de cette lipase des GGR qui désormais est considérée comme quasi incontournable, notamment lorsqu'on a des suspicions cliniques et qu'on veut l'introduire dans un bilan, disons, général pour éclairer un petit peu la situation. Lors d'atteintes hépatiques, il n'y a pas d'études chez le chat qui montrent qu'une élévation de cette lipase des GGR est possible. Par contre, chez le chien, des études montrent qu'il n'y a pas d'intervention ou d'interaction entre une maladie hépatique et une augmentation de lipase des GGR, puisque, effectivement, on considère qu'il n'y a pas de modification. Par contre, chez le chat, lors d'insuffisance rénale, on sait que la lipase des GGR va augmenter. La chose qui est intéressante, c'est que, en principe, elle reste inférieure à la valeur seuil de décision. Donc, cette augmentation de lipase des GGR dans le cadre d'une insuffisance rénale chronique, par exemple, n'a pas d'incidence sur le diagnostic. Donc ça, c'est intéressant. Si vous couplez, si j'ose dire, cliniquement une pancréatite et une insuffisance rénale, si la lipase des GGR est augmentée, au-delà du seuil de 70 unités par litre, la suspicion de pancréatite est posée, voire avérée. Bon, dans ces cas-là, je conseille toujours d'ajouter effectivement le dosage des autres lipases, notamment CPLI, FPLI. Le bas coût, comme je l'ai dit tout à l'heure, de cette lipase permet de l'inclure à de nombreux bilans d'exploration et si possible de les faire ensemble pour diminuer le risque de faux négatifs, notamment lorsque la FPLI est basse ou douteuse. Systématiquement, vous induisez la DGGR ou inversement, lorsque vous avez fait un bilan, disons général, dans lequel la lipase DGGR est incluse puisque son coût est très bas, à ce moment-là, vous prenez la précaution de doser l'autre lipase, CPLI, FPLI. Je pense que 2 précautions valent mieux qu'une dans ce diagnostic qui est quand même parfois délicat. Autre lipase qui, en principe, est recherchée dans un autre cadre, qui est le cadre souvent d'une maldigestion. Donc, la trypsine-like immunoréactivité est un dosage qui mesure l'activité trypsinogène et trypsine. C'est une technique immunologique donc, qui repose là encore sur la technique antigène-anticorps spécifique d'espèce. Il y a une TLI féline, une TLI canine. Son dosage est en microgrammes par litre. Elle est réalisée donc au laboratoire, LBVT. Et en fonction de son usage, elle est considérée comme intéressante ou peu intéressante. Dans les pancréatites, en fonction des études, la sensibilité est plus que variable puisqu'on considère qu'elle est de 30 à 90% à la louche, ce qui effectivement est d'une variabilité telle que dans ce cadre de pancréatite, elle n'est pas indiquée en première intention. En fait, ce qui se passe, c'est que cette lipase, elle est contenue effectivement dans les cellules des acinis pancréatiques et que lors d'une pancréatite chronique, l'atrésie tissulaire, la fibrose, amène une diminution de cette activité sérique, puisque le TLI est libéré de façon régulière dans le sang. Et dans ce cadre d'atrésie pancréatique, la diminution de la synthèse de TLI se traduit par une diminution d'activité importante et va conduire au diagnostic d'insuffisance pancréatique exocrine. Donc, chez le chat, on considère qu'en dessous de 8-10, l'insuffisance pancréatique exocrine est caractérisée. Par contre, dans le cadre de l'exploration d'un bilan de maldigestion, ce qui est en général le cas, on fait FPLI, B12-folate, par exemple, sur des diarrhées subaiguës chroniques, et on va se retrouver avec, par exemple, une lipase très supérieure à 90-100 chez le chat, 35-40 chez le chien, et à ce moment-là, on se dit, mais est-ce qu'il y a une pancréatite ou pas? Eh bien, dans ce cadre-là, compte tenu que la spécificité et la sensibilité en fait du test est plus qu'aléatoire, on va à ce moment-là
coupler ce dosage, ou tripler, si j'ose dire, ce dosage de FPLI ou de CPLI, de CTLI, pardon, douteux, augmenté par le dosage de la lipase des GCR et de la FPLI ou de la CPLI pour confirmer ou lever le doute. Puisque, notamment chez le chat, on sait que la FPLI peut être augmentée dans le cadre d'entéropathie chronique, dans le cadre de lymphome, mais aussi dans le cadre d'insuffisance rénale lorsqu'il y a une diminution de la filtration glomérulaire. Donc, TLI augmenté, pancréatite, point d'interrogation. À ce moment-là, on a induit, pour éviter de passer à côté d'une pancréatite, la lipase des GGR, la CPLI ou la FPLI en fonction. Bon, là, ici, je devrais vous dire la FPLI puisque ce webinaire est consacré au chat. Alors, un autre métabolite aurait été, paraît-il, très, très intéressant à la lecture, en fait, des auteurs. C'est un métabolite du trypsinogène qui est éliminé par les urines et qui, effectivement, porte le nom de TAP. Malheureusement, le dosage n'a pas été validé, d'une part, chez le chat, bien qu'il l'ait été chez l'homme. Et en plus, les trousses de dosage ont été supprimées. Donc, le débat est clos. En ce qui concerne donc les maladies associées, je voulais faire une petite digression sur les relations pancréatite et diabète chez le chat. On considère qu'environ 20% des diabètes du chat sont sous-tendus par des pancréatites. Donc, je fais juste cette petite digression sur le diabète du chat et accessoirement sur la pancréatite, en sachant, en disant que bon, il n'y a pas de prédisposition raciale des diabètes chez le chat, hormis le Burmese, qui peut effectivement, d'après certains auteurs, être prédisposé. Les prédispositions sexuelles sont essentielles dans le cadre du diabète, notamment 2/3 des mâles donc présentent des diabètes, notamment lorsqu'ils sont castrés, laquelle castration les prédispose à l'obésité, laquelle les prédispose au diabète. Donc en fait, ce sont deux facteurs aggravants, mâle et castré. Ensuite, facteur aggravant de la castration, c'est souvent la prise de poids, la perte d'activité associée à la prise de poids et le fait que, étant castré, il est plus sédentaire. Donc on tourne un petit peu en rond, mais voilà un petit peu ce qu'il fallait en dire. Par contre, chez le chat, en dessous d'1,2 g, on considère que tout va bien. Si par contre, au-dessus d'1,2 g, ce dosage est régulièrement constaté au fur et à mesure des consultations, on peut à ce moment-là se demander si on n'est pas en présence d'une situation prédiabétique, laquelle n'est jamais associée à une glycosurie, puisque la glycosurie n'émerge qu'au-delà de 2 grammes par litre, donc saturant les capacités de réabsorption tubulaire du glucose. Cet état de prédiabète peut être associé éventuellement à une obésité, et là, c'est un signe effectivement, disons, d'alerte supplémentaire. Bon, le diabète sucré va être qualifié de dépendant ou indépendant en fonction de sa réponse à l'insuline, en sachant qu'un diabète de type 1 répond parfaitement à l'insuline, mais que chez le chat, on a pour l'essentiel des cas des diabètes secondaires. Alors, qualifiés secondaires de type 2 lorsqu'ils sont associés à une obésité, voire effectivement à une pancréatite chronique dans au moins 20% des cas, ou à des infections secondaires qui peuvent être associées elles-mêmes à ces diabètes résistants à l'insuline. On parle aussi de diabète secondaire de type 3 lorsque, en fait, ils sont dus à la présence d'un antagoniste hormonal de l'insuline, tel que les corticoïdes ou l'hormone de croissance. Donc, dans un cadre de diabète irréversible, enfin, répondant mal ou pas à l'insuline, on doit rechercher une pancréatite. Lorsque la pancréatite est éliminée, on doit rechercher éventuellement un Cushing et éventuellement une acromégalie avec une hypersécrétion d'hormones de croissance qui est donc objectivée par l'augmentation de l'insuline growth factor 1, IGF-1. Dans le cadre de l'évolution d'un Cushing, le traitement qui est proposé dans la littérature est le suivant: trilostane en 10 mg par chat per os sur 24 heures. Ensuite, on augmente
à 10 mg ou à 13 mg en fonction des réponses qu'on a toutes les 12 heures, et donc jusqu'à amélioration des signes cliniques, en mesurant systématiquement et journellement la glycémie de façon à moduler l'insulinothérapie. De même pour le diagnostic d'acromégalie, lorsqu'on a mis en évidence une augmentation importante du taux de GF1, on va donc pouvoir mettre en place un traitement à base oral à base de cabergoline à hauteur de 10 microgrammes par kilo sur 48 heures, avec un ajustement donc insulinique, encore une fois, associé effectivement ou lié au contrôle de la glycémie journellement. Les publications relatent aussi que lorsque le trilostane ne fonctionne pas, il y a eu des cas de rémission ou d'amélioration des états glycémiques des chats en utilisant la cabergoline. Bon, voilà, je termine rapidement cet encart sur le diabète et la pancréatite du chat, avec les autres examens biologiques auxquels on peut avoir affaire. Donc l'examen cytologie, on en a parlé tout à l'heure, éco-guidé, qui semble intéressant dans 2 tiers des cas, ce qui, pour un cytologiste, me semble déjà relativement bien vu le type de cytoponction, qui est donc aléatoire quant à son lieu de ponction, même éco-guidé, on n'est jamais sûr d'être au bon endroit dans les lésions, puisque les lésions peuvent être éparpillées, diffuses, et donc il y a un risque de faux négatif qui est présent. Lorsque la ponction est réussie, dans le cas d'une pancréatite aiguë, on va constater ou voir un nombre important de cellules inflammatoires, notamment neutrophiliques, de façon moins importante des macrophages spumeux, des débris nécrotiques importants, et puis on peut aussi avoir la cytoponction d'Assini présentant des cellules modifiées, dysplasiques, qui peuvent parfois laisser penser qu'on a affaire à un processus tumoral. En fait, on sait que chez le chat, c'est rare, donc on aura tendance à signaler qu'éventuellement, ces cellules dysplasiques peuvent être confondues avec des cellules tumorales, mais on sait qu'effectivement, c'est rare, et donc on optera plutôt pour une pancréatite aiguë. Et puis là, vous avez aussi l'imagerie qui peut venir à l'aide du pauvre cytologiste. On peut aussi analyser les éléments, les épanchements péricardiques, et puis les qualifier d'exudat ou d'exudat modifié en fonction de ce que l'on aura constaté. Lors de pancréatite chronique, la cytologie est en général relativement faible, tout simplement parce que la fibrose qui a lieu, qui s'établit, empêche, de par son effet mécanique, l'aspiration des cellules qui sont bloquées dans ces nodules fibreux ou dans cette trame fibreuse de réticuline, qui est synthétisée par des éléments mésenchymateux réactionnels, tels que les fibrocytes, les fibroblastes. On peut aussi retrouver en moindre quantité, mais bien présent, des lymphocytes, des lymphoplasmocytes, des plasmocytes, témoins de l'aspect relativement chronique et dissimulitaire potentiellement de ces pancréatites chroniques, avec très peu d'éléments neutrophiles. Les lésions peuvent être aussi pseudo-nodulaires du fait de cette fibrose et avoir un aspect de pseudomasse. L'histologie, comme je vous l'ai dit, est considérée comme le gold standard, sauf que, effectivement, contrairement à ce qu'on peut penser, les auteurs la considèrent comme relativement peu risquée, donc biopsie soit éco-guidée, soit par la parotomie. Le problème, c'est que les lésions pouvant être disparates ou disséminées, il est conseillé de faire plusieurs biopsies, et que lorsqu'il n'est pas possible de faire plusieurs biopsies, il est conseillé de travailler essentiellement, biopser essentiellement le lobe gauche. Une seule biopsie semble suffisante d'après les auteurs. La laparotomie présente l'avantage de travailler de visu et peut-être de mieux cibler ces biopsies. Elle permet aussi de faire un bilan général périphérique avec la présence ou l'absence de nécrose des graisses péripancréatiques, la présence ou pas de péritonite localisée, des hémorragies, des hématomes, des œdèmes, la présence de brides de fibrine. Tout ça peut être effectivement signalé à l'imageur, auquel vous aurez peut-être recours avant ou après. En ce qui concerne les pancréatites chroniques,
Souvent, le pancréas apparaît petit, ferme, grisâtre, décoloré, multinodulaire, aspect ficelé éventuellement, avec ou pas des adhérences intestinales ou organiques associées. Le risque anesthésique ne semble pas, d'après les auteurs, important. Cela dit, tout le monde s'accorde, malgré tout, pour dire que cet examen histologique est rarement réalisé du vivant de l'animal, mais plutôt post-mortem. Alors, même s'il n'y a pas de risque, on peut se poser quand même la question. Ceci dit, je vous relate ce que j'en ai lu. Et c'est vrai qu'on peut se poser la petite question en sachant que si ce n'est pas risqué, pourquoi ne pas le faire systématiquement, puisque c'est le gold standard du diagnostic. Bon, en ce qui concerne les aspects histologiques, en matière de pancréatite aiguë, 2 types de pancréatite sont signalés, sont diagnostiqués. La pancréatite nécrosante, qui dit bien son nom, et la pancréatite suppurée, qui est donc qualifiée de non nécrosante. En ce qui concerne les pancréatites chroniques, eh bien, elles vont être simplement décrites comme étant fibrotiques, présentant une atrophie des acini, voire des aspects kystiques et pseudokystiques, des fibroses canaliculaires qui peuvent éventuellement se caractériser par des fibroses kystiques des canaux pancréatiques, voire des obstructions, et le tout entouré de lymphocytes et de plasmocytes. Alors, les traitements et le suivi de ces traitements. Alors, le traitement étiologique, après vous avoir dit que 95% des pancréatites étaient idiopathiques, eh bien, effectivement, le traitement va être essentiellement symptomatique, avec une fluidothérapie, la présence et l'utilisation d'antiémétiques, dans le cadre, effectivement, suivant. Donc, le rageur lactate reste, semble-t-il, la solution à privilégier. Lorsqu'il y a des troubles hypovolimiques importants, on peut y associer éventuellement des colloïdes, tels que le dextran et ceux que je vous signale. Les auteurs ont eux-mêmes la possibilité d'utiliser du plasma frais à transfuser. Donc là, c'est effectivement l'une des meilleures solutions, mais qui n'est pas à la portée de tous. L'usage des antiémétiques est fortement recommandé, avec un usage péros, intraveineux, sous-cutané, tels que ceux que vous connaissez, notamment le maropitan et l'androcétron, avec effectivement les posologies qui vous sont présentées là. Les antalgiques sont à utiliser, semble-t-il, beaucoup plus qu'on ne le faisait jusqu'à présent, avec des dérivés morphiniques, entre autres, selon effectivement ce tableau-là, la buprenorphine, en première intention, puis les autres, la gabapentine, etc., le fentanyl. Bon, je vous laisse découvrir ces molécules que vous connaissez mieux que moi en usage coutumier, mais qui semblent peut-être à utiliser beaucoup plus systématiquement qu'on ne le faisait jusqu'à présent, d'après les auteurs. Les stimulants de l'appétit sont recommandés. Effectivement, il est conseillé qu'au-delà de 48 heures, disons, de jeûne, on puisse utiliser, et sans reprise spontanée de l'alimentation, on puisse mettre en place ces stimulants donc de l'appétit, de façon à limiter les conséquences de cette dénutrition, conséquences qui peuvent être importantes, puisque le chat étant un animal qui a des besoins énergétiques et protéiques importants, en cas de carence alimentaire, va tout de suite mobiliser en fait ses muscles et les dégrader. Donc, on risque d'avoir apparition assez rapide d'un amaigrissement, voire d'une cachexie. Ensuite, on sait que la carence en certains acides aminés, comme l'arginine et la méthionine, va induire des déficits de synthèse des lipoprotéines et des phospholipides au niveau hépatique et induire la mise en place progressive d'une lipidose hépatique. Donc, en fait, la renutrition est fondamentale dans le suivi thérapeutique de l'animal, en sachant que si ces stimulants de l'appétit ne fonctionnent pas, on va avoir recours à la mise en place de sondes. L'antibiothérapie est conseillée si vous avez une hyperthermie, évidemment, et si vous suspectez potentiellement une cholangiohépatite associée, donc infectieuse, rétrograde, associée à une pancréatite. L'usage des anticoagulants, donc dérivés de l'héparine, est aussi souhaitable si vous avez constaté soit des phénomènes de thrombose, soit des phénomènes d'hypocoagulabilité, avec
la surveillance des paramètres temps quick, temps céphalique, temps de thrombine. Donc, ils sont utilisables aux posologies donc présentées sur ce tableau. Les corticoïdes, point d'interrogation. Alors, jusqu'à présent, effectivement, l'usage des corticoïdes était considéré comme impossible compte tenu que un certain nombre d'auteurs considéraient que les corticoïdes induisaient eux-mêmes la pancréatite. Bon, il semble que chez le chien, et chez l'homme, en partie, et chez l'homme, maintenant, on considère que l'usage des corticoïdes est important car ils induiraient la formation, la synthèse de protéines pancréatiques dépendantes protectrices de la pancréatite et favorables à l'évolution et à la réversion de cette pancréatite. Donc, ces protéines synthétisées améliorent le suivi clinique et le pronostic de l'évolution de ces pancréatites, en tout cas chez l'homme et chez le chien. Chez le chat, pour l'instant, c'est un point d'interrogation. Il n'y a pas réellement de travaux qui le prouvent. On a tendance à penser qu'il n'y a pas de raison que ce soit vraiment différent. Par contre, les précautions sont les suivantes, c'est-à-dire que l'indication pour l'instant est plutôt réservée à l'association avec une entéropathie chronique. Alors, est-ce que c'est l'entéropathie chronique qui a induit la pancréatite ou l'inverse? Là encore, on ne tranche pas. L'usage aussi recommandé dans les cholangites stériles, avec effectivement des posologies anti-inflammatoires simples, de l'ordre de 0,5 à 1 mg/kg toutes les 12 heures, en sachant qu'il est aussi conseillé de traiter la déficience en B12 qui est fréquemment associée aux pancréatites. Donc, on supplémente en vitamine B12 selon le schéma suivant, donc recommandé, donc soit péros si l'animal se réalimente, soit en sous-cutané, si je lis bien, donc une fois par semaine ou bien journellement. Donc là, je vous laisse ajuster les choses. Ce sont des choses que je ne pratique plus. La renutrition donc est essentielle. Si les stimulants de l'appétit n'ont pas donné de résultats, il faut poser une sonde naso-œsophagienne, c'est la plus pratique, et qui nécessite pas d'anesthésie générale, mais une anesthésie éventuellement locale. Les besoins alimentaires du chat ne sont pas strictement définis dans le cadre des pancréatites aiguës, mais compte tenu de ce que je vous ai dit tout à l'heure, des risques de cachexie induite par la privation alimentaire, les risques d'émergence d'une dépilose hépatique du fait des carences en acides aminés essentiels, on considère qu'effectivement cette réalimentation par sonde doit être faite urgemment si la réalimentation spontanée ne suit pas rapidement. Et les conseils qui sont donnés, c'est d'utiliser les gammes gastro-intestinales hyperdigestibles qui sont riches en protéines de haute qualité, sans pour autant que scientifiquement ces besoins soient établis. C'est le conseil qui est donné, un conseil qui semble judicieux. L'usage des immunosuppresseurs est conseillé lorsqu'il n'y a pas de rémission clinique ou pas assez de rémission clinique, lorsqu'il n'y a pas non plus d'hyperglycémie associée à la pancréatite. Et là, à ce moment-là, malgré tout, en dernier recours, on conseille l'usage des corticoïdes à hauteur de 2 mg/kg toutes les 12 heures pendant 5 jours, puis en dose décroissante à hauteur de 1 mg toutes les 12 heures pendant encore 5 jours. Si tout va bien, on continue. S'il n'y a pas d'amélioration, soit on arrête les corticoïdes, soit on les complète avec la cyclosporine à hauteur de 5 mg/kg et par jour pendant au moins 6 semaines. Donc là, il y a effectivement une possibilité d'adaptation au cas par cas et en fonction de votre feeling, puisque là, il n'y a plus réellement, de schéma général. Alors, le suivi de ces pancréatites, il doit être bien évidemment clinique, avec la rémission des symptômes, la remise en place effectivement de la nutrition, etc. Mais il doit être aussi biologique,
avec l'amélioration des paramètres qui étaient modifiés au point de départ. Donc, cette surveillance doit être menée, par exemple, sur la numération formule, sur les paramètres de biochimie qui étaient modifiés, les PAL, les ALAT, les gamma-GT, l'urée et la créate, pourquoi pas, la FPLI, la lipase des GGR, effectivement, tout cela, la SA, si vous l'avez éventuellement demandé, l'électrophorèse, pourquoi pas, tout ça doit être effectivement objectivé pour, cette fois-ci, biologiquement objectiver cette amélioration clinique. Et puis donc, le suivi thérapeutique, eh bien, comme vous l'avez vu là, il est aussi long que nécessaire, sans pouvoir donner effectivement un délai à partir duquel on arrête. C'est essentiellement là la clinique qui va nous donner le timing pour cette durée du traitement. Voilà, j'espère que j'ai été pas trop brouillon, que ça a été clair et que ça vous a, disons, apporté quelques éléments de réflexion et que cela va vous permettre d'améliorer les diagnostics de pancréatite qui sont devenus, semble-t-il, courants maintenant chez le chat. Voilà. Merci, docteur. Je vois qu'il y a une question de Jennifer Colombet dans le chat. Je n'ai pas compris l'intérêt de dose de la lipase, etc. Je vous laisse regarder si vous pouvez lui répondre. Je n'ai pas... Alors, j'ai une urgence à gérer. C'est celle-là, celle-ci. Jennifer Colombet, je n'ai pas compris l'intérêt. Alors, attendez, je ne suis pas la même que vous. Je n'ai pas compris l'intérêt du dosage de la lipase si on dose la FPLI. Alors, l'intérêt de la lipase des GGR, c'est qu'elle est plus sensible et plus spécifique que la FPLI ou la CPLI, notamment lorsque la FPLI est normale ou basse. Voilà. Donc là, vous avez une suspicion de pancréatite. Votre FPLI est en dessous de 5,3. À ce moment-là, vous devez, entre guillemets, doser la lipase des GGR pour éliminer définitivement, si j'ose dire, la suspicion de pancréatite ou la confirmer. J'espère que c'est clair, plus clair. Alors, il y a Hélène et Jennifer qui sont en train de taper. On va les laisser. Jennifer vous remercie. Et Jennifer, résultat en combien de temps? La lipase des GGR, arrivée le matin, réponse le midi ou l'après-midi sur votre mail. C'est hyper rapide et c'est pas cher. Tous les avantages sont là. Nous, on l'a coté à 15 € TTC et on l'a mis dans des bilans d'exploration, disons, généraux, type digestif, de façon effectivement à lever un lièvre sous-jacent si vraiment on était passé à côté de la pancréatite, puisque chez le chat, un certain nombre de pancréatites sont quand même évoluent de façon, disons, souterraine, quasi asymptomatique. On va penser à autre chose qu'à une pancréatite. Voilà. Et certaines mêmes pancréatites sont, d'après les auteurs, non diagnostiquées du tout. Et c'est simplement au bout de plusieurs mois que la suspicion va naître parce que on va avoir, par exemple, l'émergence d'une entéropathie chronique ou d'un diabète. Il y a Hélène qui nous dit on n'utilise donc pas d'antibiotiques dans le traitement. Alors, les antibiotiques sont préconisés essentiellement lorsque vous avez une hyperthermie. Voilà, qui à ce moment-là laisse penser qu'il y a une septicémie associée à une perméabilité éventuellement digestive, qui serait en fait le point de départ de la pancréatite. Très bien. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, le docteur Fried se tient à votre disposition. Donc, je vous rappelle qu'il est directeur du laboratoire vétérinaire de Troyes. Donc, si vous avez besoin de prendre contact avec lui, c'est possible. Vous pouvez retrouver les informations sur son site internet. En tout cas, merci, un grand merci pour cette présentation riche et complète. Pour VétineWeb, on aura la semaine prochaine un autre webinaire sur l'alimentation de l'animal hospitalisé. Si ça vous intéresse, je vous laisse retrouver ça dans les newsletters VétineWeb ou alors vous pouvez prendre contact avec nous, contact@vetineweb.com si vous ne recevez pas toutes les newsletters avec l'ensemble de nos formations.
Encore merci au docteur, encore merci au partenariat avec le laboratoire vétérinaire de Troyes et puis toute l'équipe Bétinweb vous souhaite une bonne après-midi et à la prochaine fois. Au revoir. Bonne journée.